Qu'est-ce qui nous permet d'espérer un avenir désirable pour toutes et tous? Bonjour et bienvenue dans le podcast Un avenir désirable, le potentiel des humains. Le podcast qui permet de comprendre comment nous pouvons aller bien dans un monde qui va mal. Nous vivons dans un monde qui nous fait souffrir et c'est en prenant conscience précisément de ce qui nous met en difficulté que nous pouvons nous en protéger. En écoutant nos exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour, nous prenons soin de nous et des autres. Et ça pourrait même changer le monde. Nous sommes Gilles et Anne. Bonjour. Nous avons mené une réflexion sur la société parce que nous étions inquiets de l'augmentation de l'agressivité dans les relations. Nous avons voulu en comprendre les raisons et aussi chercher comment nous pourrions contribuer à sa diminution. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons explicité comment la vie politique et la vie économique pourraient s'assainir. Dans cet épisode, qui est le dernier, nous allons expliquer pourquoi nous pensons qu'il est possible de bâtir un monde plus juste et plus paisible. Nous considérons que le monde actuel, qui ne répond pas à nos aspirations profondes, est advenu parce que nous avons abandonné depuis longtemps les commandes de la vie économique et politique aux mains de personnes qui sont ancrées dans le trop d'ego et qui agissent donc dans leur intérêt personnel. Ces décisionnaires drainent dans leur sillage d'autres personnes qui sont elles aussi dans le trop d'ego et qui les soutiennent parce qu'elles en tirent des avantages. C'est pourquoi des lois ont été édictées, des règles et des coutumes ont été mises en place à leur avantage. Résultat, les intérêts privés priment souvent sur l'intérêt collectif. Nous pouvons le constater à tous les niveaux de la société. Localement, dans la gestion des communes, par exemple lors des attributions de subventions ou de la détermination des nouveaux terrains à construire, et au niveau national et international, quand les intérêts des grandes multinationales passent avant l'intérêt des populations. Bilan, des milliards de personnes sont en précarité économique ou subissent la guerre. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, est que cette organisation économico-politique néfaste ne perdure que parce qu'une grande majorité des humains y contribuent à son insu. Que ces personnes en prennent conscience massivement et le changement pourra advenir. De nombreuses personnes perçoivent les dysfonctionnements de l'organisation économico-politique actuelle, mais elles les voient comme étant la norme, si bien qu'elles dysfonctionnent elles-mêmes malgré la dissonance qu'elles en ressentent. C'est le principe de l'hypernormalisation dont nous avons déjà parlé dans les 2 épisodes précédents. Le fait que ces personnes ressentent une dissonance est le signe qu'elles vivent mal cette adaptation par défaut. D'où provient cette dissonance? Nous avons présenté dans le premier épisode le conflit interne des humains, qui ont d'un côté un ego qui les pousse à l'égoïsme et l'orgueil, et de l'autre 4 exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour, qui les incitent à être empathiques et altruistes. La dissonance des personnes qui s'adaptent à la société provient du fait que leurs actions sont en contradiction avec leurs 4 exigences fondamentales. Petite parenthèse concernant ces 4 exigences fondamentales. Gilles et moi les avons identifiées parce que nous les ressentions en nous. Nous avons aussi constaté qu'elles sont observables chez les très jeunes enfants. Et nos auditeurs et lecteurs nous ont dit les ressentir aussi. Il vous est certainement déjà arrivé à vous-même, cher auditeur, d'hésiter entre une manière d'agir égoïste ou empathique. Jusqu'à présent, il faut le souligner, personne ne nous a dit ressentir ces 4 exigences fondamentales comme lui étant étrangères. Et nous pensons qu'elles sont universelles. Revenons aux personnes qui s'adaptent à la société par défaut. Pour s'adapter, elles mettent en sommeil leurs 4 exigences fondamentales, si bien qu'elles n'identifient pas leur dissonance en tant que telle. Elles ressentent un mal-être diffus qu'elles cherchent souvent à expliquer autrement. Ou alors elles s'en accommodent avec fatalisme, étant persuadées qu'il n'y a pas d'échappatoire. Pour d'autres personnes, la dissonance est tellement insupportable qu'elles mettent en place un mécanisme de défense, le déni. Elles l'entretiennent en se répétant tous les jours des pensées positives. Tout va bien, la vie est belle, et d'autres encore. C'est un détournement de la psychologie positive qui vise en principe à s'appuyer sur du positif pour mieux faire face aux difficultés. Là, les personnes s'en servent pour écarter la dissonance du champ de la conscience et veiller à ce qu'elle n'y revienne pas. D'autres personnes, pour compenser l'impact négatif de la dissonance sur leur bonne estime de soi,
cherchent à se rassurer narcissiquement en obtenant l'approbation sociale, ce qui ne fait que renforcer le conformisme de l'hypernormalisation. Les personnes qui dénient leur ressenti de dissonance ou qui luttent contre ont du mal à prendre conscience de ce qui se passe en elles. C'est plus facile pour celles qui s'accommodent de leur mal-être tant bien que mal. Elles seraient certainement heureuses d'apprendre qu'elles peuvent s'en libérer. Si notre environnement sociétal, qui malmène nos 4 exigences fondamentales par des non-sens, des injustices, des violences, devenait plus juste et plus paisible, alors elles pourraient agir au regard de leurs 4 exigences fondamentales. Elles n'auraient plus besoin de les faire taire pour s'adapter à la société. Mais vous pourriez demander, cher auditeur, comment la société pourrait-elle changer? Comment le monde pourrait-il changer? Car nous faisons bien société, nous les humains, à l'échelle planétaire. D'abord, il faut considérer que le monde actuel est advenu. Il n'est pas figé. Il continue donc à évoluer. Et si nous l'avons fait devenir ce qu'il est, c'est parce que nous n'avons pas vu la toxicité du trop d'ego. Alors maintenant, le fait d'en prendre conscience nous permet d'agir pour en corriger les effets. Il y a une multitude d'initiatives qui vont dans ce sens, dans plein de domaines différents. Elles visent globalement à remplacer la compétition sociale par la coopération, la justice et la paix pour construire un monde meilleur. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Nous l'avons constaté, Gilles et moi, depuis que nous y sommes attentifs. Donc depuis 2011, année où nous avons commencé à réfléchir sur la société. La prise de conscience de l'existence de ce mouvement par les personnes qui s'adaptent à l'ancien monde par défaut est comme une fenêtre qui s'ouvre sur une alternative. Ça peut balayer leur fatalisme et leur permettre de se reconnecter à leurs 4 exigences fondamentales et de les faire valoir. Elles pourront parler et agir authentiquement, ce qui fera disparaître leur dissonance. Elles n'auront plus du tout envie de s'adapter à la rivalité. Ouvrons à nouveau une parenthèse pour préciser quelque chose au sujet de la rivalité. C'est en cherchant ce qui sous-tend l'agressivité et la violence que nous avons conceptualisé la posture relationnelle de rivalité, expression qui nécessite quelques explications pour être bien comprise. Puisque nous sommes porteurs, nous les humains, d'un conflit interne entre d'un côté notre ego et de l'autre nos 4 exigences fondamentales, il peut nous arriver de parler et d'agir sous l'influence de notre ego. Cela se manifeste par exemple en se faisant valoir ou en faisant valoir ce que nous faisons. Ces petites manifestations de l'ego montrent que nous cherchons la reconnaissance de notre interlocuteur. Cela ne crée pas de tension dans la relation. En revanche, lorsqu'une personne est dans le trop d'ego, elle se hiérarchise par rapport à ses interlocuteurs et cherche le plus souvent à occuper la place de supériorité. Elle se met en concurrence avec les autres pour cette place. Et c'est pour cette raison que nous avons appelé cette posture relationnelle de rivalité. Si son interlocuteur est dans la même posture, alors la tension augmente. C'est à qui réussira à prendre l'ascendant sur l'autre, sauf si l'un des deux s'accommode de la place d'infériorité. Autre précision importante. La prise d'ascendant sur autrui est souvent déniée lorsqu'elle s'exprime par des jugements, des moqueries ou de la bienveillance condescendante. Ce sont pourtant des comportements de rivalité à bas bruit. La personne qui en fait les frais ne s'y trompe pas. Elle le sent, mais si elle s'en plaint, elle est invitée à ne pas y prêter attention. Elle peut même être accusée de créer des problèmes, de surinterpréter les choses. En résumé, le trop d'ego fait que la personne, pour se rassurer narcissiquement, est dans une recherche exacerbée de pouvoir et de reconnaissance. Pour arriver à ses fins, elle agit dans la duplicité. Elle ne dit pas authentiquement ce qu'elle pense et ressent, mais dit ce qui l'arrange sur le moment. Dernière chose, une personne qui n'est pas dans le trop d'ego peut se mettre parfois en posture relationnelle de rivalité, parce que nous sommes des humains. Il y a des personnes qui prennent cette posture de rivalité au travail pour s'intégrer à la rivalité ambiante, mais qui chez elles et avec leurs amis adoptent l'autre posture relationnelle, celle qui s'enracine dans les 4 exigences fondamentales, dites posture relationnelle d'apparentement. Il y a aussi le fait que quand une situation nous déstabilise trop, nous pouvons chercher à prendre l'ascendant sur notre interlocuteur. Ou alors, nous subissons la relation en restant sidérés devant son culot ou sa mauvaise foi.
Ces précisions étant faites, fermons la parenthèse et revenons au décryptage des différentes réactions possibles pour faire face à l'organisation économico-politique actuelle. À côté des personnes qui s'adaptent à contre-cœur, il y a des personnes qui se protègent en s'isolant socialement. Elles se replient sur leur vie de famille ou vont vivre à l'écart en marge de la société. Nous comprenons ce besoin de protection, mais ces personnes n'ont pas conscience que leur façon de se protéger a un effet contre-productif. En désertant le champ social, elles le laissent aux mains de celles et ceux qui veulent bien s'en occuper à leur profit. Et donc elles se condamnent à subir perpétuellement un environnement social délétère. Si toutes ces personnes découvraient qu'elles sont nombreuses à porter un regard critique sur les dysfonctionnements de la société, elles se sentiraient déjà moins seules. Et si elles prenaient conscience qu'il y a un mouvement qui vise à changer la dynamique sociétale et qu'il prend de l'ampleur, ça les rassurerait et elles oseraient sortir de leur repli stratégique. Elles pourraient ainsi découvrir le plaisir qu'il y a à œuvrer avec d'autres pour restaurer autour d'elles le sens, la justice et la paix. Il y a aussi des personnes qui s'investissent pour lutter contre les injustices. Certaines le font via l'engagement politique. Tous les partis politiques revendiquent le fait d'agir pour la justice sociale. Mais selon la représentation qu'ils s'en font, les objectifs qu'ils se fixent diffèrent. Pour certains, il faut prioriser l'aide aux entreprises parce qu'elles créent de la richesse et de l'emploi. Pour d'autres, il faut prioriser l'aide aux personnes étant en précarité économique. Et pour d'autres, il faut réserver la justice sociale aux Français dits de souche. Le point commun de tous les partis politiques actuels est, malheureusement, que le trop d'ego y est très fréquent. La différence d'objectifs conjuguée avec le trop d'ego rend impossible le fait de trouver un terrain d'entente. L'agressivité des débats à l'Assemblée nationale le montre. Nous avons explicité dans le 10e épisode comment la vie politique pourrait fonctionner correctement. L'action politique n'est pas le seul moyen de lutter contre les injustices. Des personnes le font en s'engageant pour des causes ciblées, comme par exemple la défense juridique des médias indépendants et des lanceurs d'alerte. D'autres personnes s'investissent dans des actions qui compensent les injustices, en distribuant par exemple de l'aide alimentaire. Beaucoup d'entre elles prennent conscience que c'est comme essayer de boucher un trou sans fond, car les besoins augmentent inexorablement. C'est pourquoi certains mouvements s'engagent dans des actions plus globales, pour que les besoins diminuent. Citons le mouvement Oxfam, qui agit autant pour le climat que pour la justice sociale. Citons aussi le développement de la désobéissance civile, qui est une réponse au constat de l'inefficacité des actions politiques conventionnelles. La prise de conscience qu'il faut agir sur les causes qui génèrent de la précarité et de la pauvreté prend donc une dimension collective. Pour clore la liste des réactions face au système économico-politique délétère, parlons des personnes qui combattent la société frontalement et violemment. Faisons preuve pour cela de discernement afin de ne pas mettre toutes les violences dans le même sac, même si elles sont toutes condamnables. Nous avons explicité dans le 2e épisode le cercle vicieux de la violence. Quand une violence réactive à une injustice surgit et qu'elle est réprimée en ignorant l'injustice subie en amont, cela fait grandir le sentiment d'injustice et ça peut donner lieu à une nouvelle violence, réprimée plus durement, et ainsi de suite. Lors des mouvements sociaux, les violences qui surviennent au cours des manifestations font peur, ce qui peut conduire la population à réclamer leur répression en oubliant alors l'injustice sociale. C'est une aubaine pour des gouvernants qui n'ont aucune envie de remettre en cause l'organisation économico-politique. C'est pourtant ce qu'il faudrait faire, mais ils ne le feront que si la base, qui est leur électorat, fait pression sur eux. Revenons aux militants violents. Il y a peu d'espoir que ceux qui sont addicts à la violence changent d'attitude. Ils doivent donc être sanctionnés. Ceux qui pensent que la révolte est encore un moyen d'acquérir des droits sociaux pourraient reconsidérer leur jugement en prenant la mesure du mouvement qui est en train d'apparaître, sauf si le trop d'ego les en empêche. Et tous les autres, qui se laissent simplement embarquer dans la violence par indignation face aux injustices, ils pourraient facilement rejoindre le mouvement pacifique et y être force de proposition. L'envie de changement chez un nombre grandissant de personnes a donné naissance à un mouvement qui prend de l'ampleur.
Il vise à subordonner la vie économique au pouvoir politique, afin de l'encadrer par des mesures qui seront à déterminer démocratiquement et au regard de l'objectif d'aller vers le bien-être universel. Ce changement pourrait aboutir parce que l'ancien monde, le monde pyramidal dominé par les ultra-riches, ne perdure que parce que la base y contribue. Il est difficile aux populations d'en prendre conscience, car elles sont manipulées, voire subissent des guerres. Dans les pays qui vivent en paix, elles sont abreuvées de loisirs, de fake news, de réseaux sociaux et de discours manipulatoires. Le tout avec le concours de l'intelligence artificielle. Tant et si bien que beaucoup de personnes ont perdu leur capacité de discernement. Mais c'est en train de changer. Nous avons évoqué dans le 10e épisode des actions qui visent à aider nos concitoyens à se réapproprier leur propre capacité de réflexion. Les cafés philo, par exemple. Et il apparaît sur les réseaux sociaux de nombreux contenus qui font réfléchir. De nombreuses initiatives individuelles et collectives apparaissent dans tous les domaines et à tous les échelons de la société pour soutenir la construction d'un monde nouveau, plus juste et plus paisible, comme créer des scopes, organiser des spectacles vivants qui privilégient la proximité des artistes et du public, développer le microcrédit. Et si vous regardez attentivement autour de vous, chers auditeurs, vous découvrirez d'autres projets dans tous les domaines. Le mouvement dont il s'agit est un mouvement de libération qui permet de se retrouver soi-même authentiquement et de retrouver le plaisir des vraies relations. C'est pourquoi les actions collectives se multiplient et elles sont génératrices de joie. Cette émotion précieuse, la joie, ne peut pas être ressentie au détriment de quelqu'un. Elle est une plus-value de l'apparentement et elle est majorée quand elle est partagée. Voilà pourquoi nous avons bon espoir que le mouvement de libération dont nous parlons puisse grandir suffisamment pour faire advenir un monde nouveau. Nous avons démontré dans l'épisode numéro 8 qu'un tel changement pourrait être plus rapide qu'on ne le pense. Ce mouvement de libération a pour lui la force des 4 exigences fondamentales, dans lesquelles s'enracine la détermination. Quelques films l'illustrent, comme Billy Elliot par exemple. Ce film montre comment un jeune garçon reste ancré dans ces 4 exigences fondamentales malgré le climat de rivalité dans lequel il vit, et il finit par réussir sa vie en dépit des pressions et des préjugés sociaux. Le film Dark Waters, lui, raconte l'histoire vraie d'un avocat qui a, par amour pour sa grand-mère et sous l'influence de ces 4 exigences fondamentales, dénoncé les malversations d'une entreprise dont il était censé défendre les intérêts. Si vous voulez d'autres titres de films, vous pouvez consulter la page Ciné-Débat de notre site internet. Nous mettons un lien en description. La généralisation de l'apparentement est donc véritablement ce qui peut assurer la réussite de notre projet de changement. Nous vous incluons, chers auditeurs, dans ce projet, car si vous nous écoutez, c'est sans doute que l'apparentement fait sens pour vous. Petite précision au sujet de l'apparentement. Certaines personnes l'identifient comme un équivalent de la bienveillance. Mais il y a une grande différence. La bienveillance peut être condescendante, alors qu'avec l'apparentement, qui est la disposition à s'accorder avec les autres d'égal à égal, nous avons voulu créer un concept que l'on peut difficilement pervertir. Être dans l'apparentement, c'est aussi vouloir comprendre, c'est avoir besoin de cohérence. C'est pour cette raison que nous avons placé l'exigence de sens en premier dans la liste des 4 exigences fondamentales. Nous allons terminer ce podcast en présentant une dernière clé, très utile parce qu'elle permet de dépasser des différences de point de vue apparemment inconciliables. Au vu du degré de détérioration du tissu social, il n'est pas facile de prendre des décisions pour régler les problèmes immédiats. Il faut composer avec des points de vue très différents, et même si l'apparentement le permet, cette nouvelle clé le facilite. Vous avez sans doute déjà entendu des débats au cours desquels les intervenants s'opposent. Chacun cite, pour convaincre, des exemples et des statistiques qui sont avérés et attend donc que l'autre acquiesce. Mais ça donne lieu à un dialogue de sourds. Le ton monte parfois, car chacun est persuadé de détenir la vérité et peut accuser l'autre de mentir ou d'être de mauvaise foi. Il peut nous arriver à nous tous d'être confrontés à quelqu'un qui cherche à nous imposer son point de vue de cette façon. C'est très pénible. Nous allons donc préciser quelque chose d'important au sujet du rapport des humains à la vérité. Nous nous sommes appropriés pour cela les travaux de Jacques Lacan, grand psychiatre psychanalyste du XXe siècle,
et particulièrement ces trois concepts qui sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. Considérons que le réel, avec un R majuscule, est tout ce qui nous constitue et tout ce qui nous entoure, et que pour l'appréhender, nous utilisons des mots du symbolique, avec une majuscule aussi, car ce sont des concepts. Comprendre le rapport entre le réel et le symbolique est la clé pour sortir d'un dialogue de sourds. Pour percevoir ce rapport, utilisons la théorie des ensembles dont vous avez peut-être des souvenirs d'école avec les dessins les patates. Imaginez un grand ensemble, une grosse patate qui représente le réel. Et à l'intérieur, il y a un autre ensemble, plus petit, qui représente le symbolique. Vous pouvez alors visualiser que le symbolique ne peut pas recouvrir tout le réel, qui est un ensemble plus large. Partant de là, pour appréhender le réel, nous en prélevons des fragments, des faits, et nous les mettons en perspective pour construire avec des mots une représentation du réel. C'est notre réalité, et nous avons tendance à considérer qu'elle est vraie parce qu'elle s'appuie sur des faits. Alors que finalement, elle n'est pas plus vraie que la réalité d'un autre, construite à partir de d'autres fragments du réel. Il en découle que pour appréhender le réel au plus près, il est nécessaire de tenir compte de toutes les réalités construites par les uns et les autres. Prenons un exemple. Deux éducatrices, qui travaillaient avec des personnes polyhandicapées n'ayant pas accès au langage, s'appuyaient sur leurs observations, sur les faits donc, pour évaluer les capacités d'une résidente. L'une disait qu'elle était capable de faire une chose, et l'autre disait qu'elle en était incapable, et chacune opposait sa vérité à l'autre. Or, pour approcher au plus près du réel de cette personne, il fallait tenir compte de leurs deux observations. Cette personne était capable de faire cette chose dans certains contextes et pas dans d'autres. Prendre en compte les réalités des uns et des autres permet donc de construire collectivement une vérité qui reste néanmoins sujette à évolution. Les éducatrices pourraient par exemple s'apercevoir que la volonté de la personne est aussi un facteur à prendre en compte. Elle peut avoir envie ou pas de faire cette chose. Du fait que la vérité peut évoluer, ce n'est pas une vérité absolue. Cette dernière, la vérité absolue, est de l'ordre de la croyance, de la foi, et elle n'a pas besoin de s'appuyer sur des faits. Des communautés de croyants partagent leur foi en un être supérieur. Il peut être nommé Dieu, Allah ou Yahvé, et il semblerait que le message initial de cet être supérieur soit un message d'amour, mais qui a souvent été perverti par des hommes d'Église étant dans le trop d'ego. Résultat, le message d'amour universel qui pourrait unir la communauté humaine est souvent remplacé par une idéologie qui pousse des croyants à imposer leur vérité aux autres, parfois dans la violence. Une vérité absolue peut aussi être de l'ordre d'une spiritualité non religieuse. Par exemple, la croyance en une force suprême, cosmique, tellurique, qui est partagée par une communauté laïque. Et enfin, la vérité absolue peut aussi être individuelle. Nous parlons alors de la vérité imaginaire, au sens lacanien du terme. Souvenez-vous du trio de concepts réel, symbolique, imaginaire. Le symbolique, nous l'avons déjà dit, ne peut pas recouvrir tout le réel. Mais l'imaginaire peut nous faire croire que les mots englobent véritablement le réel et que notre représentation du réel est la vérité avec un grand V, malgré qu'elle soit déconnectée des faits. Prenons deux exemples. Une personne qui souffre d'anorexie mentale se voit grosse alors qu'elle est rachitique. Et une personne qui délire est convaincue que sa réalité est la vérité. La vérité imaginaire est vécue comme absolue, bien qu'étant fondée sur des représentations qui s'éloignent du réel. C'est une vérité difficilement partageable. Nous pouvons tous être entraînés parfois dans des représentations imaginaires à bas bruit, lorsque par exemple nous nous faisons des films sur une situation, interprétant le moindre signe au regard de nos désirs ou de nos craintes. Il se trouve que le risque de se laisser happer par l'imaginaire est plus important quand nous pensons sous l'influence de notre ego que lorsque nous pensons sous l'influence de nos 4 exigences fondamentales. En conclusion, ce qui nous permet d'espérer un avenir désirable pour toutes et tous est le fait que nous avons majoritairement envie d'un monde plus juste et plus paisible.
Simplement, nous avons aveuglément laissé les rênes de la vie économique et politique à des personnes qui sont dans le trop d'ego. Si bien que nous sommes maintenant piégés dans l'organisation économico-politique qui en a découlé. Cette organisation, pour perdurer, nécessite que les personnes qui contribuent à son maintien nous mentent. Elle nous pousse aussi à surconsommer, malgré que ce ne soit pas tenable écologiquement. L'espoir réside dans le fait que c'est nous-mêmes collectivement qui maintenons le piège fermé sur nous, soit par aveuglement, soit par dépit, soit parce que nous nous débattons violemment pour tenter d'en sortir, ce qui ne fait que le resserrer. Mais c'est en train de changer. Les prises de conscience se multiplient et prennent une dimension collective. Nous comprenons maintenant comment nous pouvons agir pour desserrer le piège et nous le faisons. Partout et dans tous les domaines, il y a des personnes qui se lèvent et qui s'organisent pour remplacer la compétition sociale par la coopération, la solidarité et qui veillent à préserver le bien commun, à commencer par la nature. Ces personnes sont fières de ce qu'elles font et même heureuses quand elles constatent que leur action porte ses fruits. Les 4 exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour sont une source de motivation et de détermination extraordinaire. Et l'apparentement est source de joie parce que les relations y sont authentiques et détendues. C'est pour cela que le mouvement de transformation grandit et que nous pouvons espérer réussir à transformer l'organisation économico-politique actuelle en une organisation politico-économique qui visera à garantir un avenir désirable pour toutes et tous. En fait, ce que nous avons à faire est très simple, et nous aimons l'exprimer par une petite métaphore. Quand nous sommes gênés pour marcher, ça peut être à cause d'un petit caillou dans notre chaussure, et il suffit de l'enlever pour pouvoir marcher avec aisance. Eh bien, pour la société, le petit caillou, c'est le trop d'ego. Voilà, nous arrivons au terme de ce podcast. Nous y avons abordé la question sociétale à partir de la psychologie, et nous espérons avoir su expliquer clairement pourquoi ce sont les comportements individuels qui déterminent le climat social de nos organisations, et par extension le climat sociétal mondial. Merci pour votre écoute. Le podcast est fini, mais le mouvement dans lequel il s'inscrit continue. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d'échanger avec vous. Vous trouverez un lien en description. Portez-vous bien, bonne route sur votre chemin de vie, et à bientôt peut-être. Pour la grande aventure, pour d'autres reflets de l'humanité. Loin des vents cruels, perturbant nos rêves, nous partirons troquer nos armures, sans cailloux dans nos souliers. Pour continuer à danser, un vent nous guide et nous entraîne, dissipant les ombres et la noirceur du monde, pour triompher du pire, gagner le meilleur. Au jardin des espérances, nous traversons avec aisance, actionner l'aiguillage, tout remettre à la page et offrir notre plus belle fréquence sonore. Sens, justice, paix, amour, sens, justice, paix, amour. Au jardin des espérances, nous traversons avec aisance, actionner l'aiguillage, tout remettre à la page et s'unir pour de plus belles fréquences sonores. Sens, justice, paix, amour, sens, justice, paix, amour, sens, justice, paix.